Tenue de l'élection présidentielle aux Comores ce dimanche, plus de 300 000 électeurs sont attendus aux urnes. Manifestation des associations de la société civile au Mali, objectif demander la fin de la grève des enseignants et la réouverture des classes. Puis 11e université notariale au Togo, le point des communications abordé lors des assises en fin d'édition. Dimanche 24 mars 2019, bienvenue à toutes et à tous. Aux Comores, plus de 300 000 électeurs votent ce dimanche pour l'élection présidentielle. Un scrutin que le président sortant Azali Assoumani n'envisage pas de perdre, nourrissant de forts soupçons de fraude chez ses adversaires. Voici les images. 731 bureaux de vote sont ouverts pour le vote présidentiel. Une élection pour laquelle plus de 300 000 électeurs sont attendus pour se rendre aux urnes. Au nombre des candidats de cette élection présidentielle, le chef d'État sortant, Azali Assoumani, président de l'archipel de 1999 à 2006 et réélu en 2016. Azali est donné largement favori de l'élection qu'il se dit persuadé de remporter dès le premier tour au nez et à la barbe des 12 candidats qui lui font face. Portrait géant dans les villes et le long des routes de l'archipel, déplacement en convoi officiel, protection militaire, le président candidat a écrasé la campagne en usant sans vergogne des moyens de l'État. La machine électorale Azali s'est mise en marche l'an dernier avec l'adoption par référendum d'une réforme constitutionnelle très contestée. Ce texte a étendu de 1 à 2 mandats de 5 ans la durée de la présidence attribuée par rotation à un natif de chacune des 3 îles de l'archipel. Dans la foulée, le chef de l'État a remis en jeu son mandat et convoqué les électeurs pour la présidentielle anticipée. Par la grâce du nouveau calendrier électoral, Azali Assoumani pourrait rester en cas de victoire au pouvoir jusqu'en 2029. L'opposition a crié au scandale, mais rien n'y a fait. Au contraire, le président a fait taire les critiques à grands coups d'arrestation. Son prédécesseur et ennemi juré Ahmed Abdallah Sambi est détenu pour corruption et plusieurs dirigeants de partis condamnés pour tentative de coup d'État. Incapable de s'unir, prise de court par l'accélération du calendrier électoral décimé par la répression, l'opposition aborde le scrutin très affaibli. Au Bénin, l'opposition continue de mobiliser ses militants en vue de participer aux prochaines élections législatives. Les militants USL de la 16e circonscription électorale ont réaffirmé leur engagement à suivre le mot d'ordre du parti. Ils ont pu écouter le président d'honneur de leur parti ce samedi. Reportage. La stratégie est simple, ressouder les rangs pour faire face à la meute de la mouvance. Les militants USL de la 16e circonscription sont déterminés à œuvrer au même titre que leur leader, le président Sébastien Germain Ajavon, à redonner espoir à la population béninoise. Face à une population en quête d'une équipe cohérente et organisée, il faut du répondant crédible. L'Union sociale et libérale est aujourd'hui la seule formation politique qui répond au mieux à cette exigence de la population. Mais elle est menacée par la politique de la ruse et de la rage instaurée dans notre pays depuis le 6 avril 2016. Mais avec l'engagement des jeunes USL, des femmes, des artisans et des sages, de nos différentes cellules, la politique de ces hommes enragés sera enterrée à jamais. Le 7e, 8e, 9e, 10e, 11e, 12e et 13e arrondissement forment la 16e circonscription qui dégage à elle seule 5 députés. Les querelles de l'heure ne semblent point ébranler les militants USL qui, au cours de cette rencontre, ont été galvanisés par le président Sébastien Germain Ajavon depuis Paris. Le mot d'ordre reste le même, le respect des principes démocratiques pour les législatives inclusives le 28 avril 2019.
Le collectif des associations musulmanes du Mali et plusieurs autres associations de la société civile ont organisé ce vendredi un meeting pour demander la fin de la grève des enseignants et la réouverture des classes. Le collectif exhorte l'État malien à jouer son rôle dans la gestion de l'école et à respecter ses engagements. Le point avec Alima Bentouré. Depuis le début de l'année scolaire en cours, l'école malienne est paralysée par une grève des enseignants qui laisse planer le spectre d'une année blanche. Le collectif des associations musulmanes du Mali, principal organisateur du meeting, dénonce de nombreux dysfonctionnements conduisant à des entorses graves au déroulement normal des cours, voire à des années scolaires sans fin et des années qui se chevauchent par une banalisation de l'amplification des grèves à répétition. Le collectif persiste sur la dégradation gravissime de la situation scolaire au Mali et interpelle les autorités. D'abord, les enfants ont composé pendant le premier trimestre. Les notes n'ont pas été corrigées et souvent, certaines notes sont même restées au niveau des directions. Donc, deuxième trimestre vient de s'achever. Donc, il y a ce qu'on appelle le refus d'évaluer et la rétention des notes. Le gouvernement aussi ne joue pas franc jeu. Donc nous, en tant que société civile, nous devons jouer notre partition dans cette affaire pour dire la vérité et aux enseignants et au gouvernement. Trop, c'est trop. L'avenir de nos enfants est au-dessus d'un poste ministériel ou d'un droit syndical. L'État doit jouer son rôle pour mettre fin aux sorties intempestives, aux grèves à répétition et aux violences dans l'espace scolaire. Nous en avons marre de voir nos enfants dehors, clament les manifestants. Nos enfants sont dans les rues, nos enfants sont dans les familles. On n'a pas élu le président pour ça. Ah non, c'est pas comme ça. Un gouvernement est censé prendre soin de ses enfants. Et c'est le contraire qui est en train de se passer. Moi, je ne blâme pas les enseignants. Je ne veux même pas savoir c'est quoi le problème. Moi, mon problème, c'est que le gouvernement est censé être le garant de notre sécurité. Il est censé être, ça c'est notre droit. Le droit des enfants à l'étude, c'est la première des choses. Et une nation sans les enfants qui étudient, ça c'est une nation qui est déjà perdue. Et nous avons perdu assez de temps comme ça. Nous avons perdu assez de temps comme ça. Il est temps que nous, en tant que maman, nous nous levons et nous disons au gouvernement, trop, c'est trop. Le meeting qui avait bien démarré a finalement tourné court. Les manifestants se sont déchaînés sur le président du collectif des associations musulmanes du Mali, estimant avoir été dupé par ce dernier qui aurait reçu de l'argent des mains des autorités. C'est pourquoi, disent-ils, il a décidé à la dernière minute d'animer un meeting en lieu et place de la marche qui était prévue au programme. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour éviter le lynchage du président du collectif des associations musulmanes du Mali qui a finalement pu regagner sa voiture sous haute protection policière. Le chef d'état-major français, le général François Lecointre, a reçu son homologue britannique, le général Nicolas Carter, au Mali. Loin des tumultes du Brexit, les deux généraux ont affiché leur vision stratégique commune pour le Sahel, suivant un extrait de leur déclaration. Je suis ici pour apporter des conseils militaires. Donc à mon retour, je ne manquerai pas de souligner à nos politiques l'importance de ces capacités et tout ce qu'elles peuvent accomplir en soutien de la mission. Nous sommes dans un cycle politique assez complexe. Prendre toutes les décisions nécessaires à ce stade ne signifie pas forcément que vous obtiendrez la réponse attendue. Nous ne prendrons pas de décision très rapidement, mais nous le ferons au bon moment de façon à ne laisser tomber personne. Ce sont des missions à long terme. Pensez au temps qu'il a fallu pour construire les armées françaises et britanniques de nombreuses années. Tenter de donner cette force au niveau institutionnel, ce n'est pas quelque chose qui se fait en un jour. Je pense que nous reconnaissons tous, quand on regarde ce qui se passe en Afrique subsaharienne, où la population va doubler d'ici 2050, que si nous n'essayons pas de stabiliser l'Afrique et de mettre en place les institutions qui assurent la gouvernance nécessaire pour que les Africains aient confiance en eux pour rester en Afrique, nous allons créer un problème pour le futur. Je pense donc que nous devons reconnaître qu'il s'agit d'un problème générationnel. Alors ici, très concrètement, on sent une solidarité européenne parce qu'on a des alliés qui sont parmi nous. On a les Estoniens qui sont avec nous, on a les Britanniques et la présence du général Carter avec moi aujourd'hui
chef d'état-major des armées britanniques, est évidemment très symbolique. Le sens du déplacement du général Carter, c'est clairement que nous arrivions ensemble à dresser un diagnostic, que nous arrivions ensemble à imaginer quelles pourraient être les contributions croisées des uns et des autres. Ensuite, je ne m'engagerai certainement pas pour lui et certainement pas pour son gouvernement sur le fait que demain, il y aura reconduction de la participation britannique à Barkhane. Je le souhaite évidemment, je pense que le général Carter le souhaite, mais je ne peux absolument pas anticiper sur ce que seront les décisions des politiques. 23 soldats tchadiens ont été tués dans la nuit de jeudi à vendredi par des combattants du groupe djihadiste nigérien Boko Haram dans le sud-ouest du Tchad. L'information a été confirmée par une source militaire qui a également expliqué que les soldats en question ont été tués au cours de l'attaque d'une position de l'armée tchadienne. Voici les détails. Des éléments de Boko Haram ont attaqué la position de l'armée tchadienne aux environs d'1h du matin, tuant 23 militaires. Les assaillants sont venus du Niger pour attaquer cette position tchadienne située sur la rive nord-est du lac Tchad. Il s'agit là de l'une des attaques les plus meurtrières pour l'armée tchadienne depuis le début des attaques de Boko Haram. Les éléments de Boko Haram ont réussi à fuir, emportant avec eux du matériel militaire. L'armée tchadienne, au sein d'une force multinationale mixte qui rassemble des forces de la sous-région et des comités de vigilance, tente de repousser les djihadistes de Boko Haram qui ont débuté leur attaque au Tchad en 2015. Originaire du Nigeria, Boko Haram opère dans tous les pays de la zone du lac Tchad, Nigeria, Tchad, Cameroun, Niger, où il commet des attentats meurtriers, des attaques contre les forces de l'ordre et procède à des enlèvements de civils. Puis l'élection au suffrage indirect des gouverneurs et vice-gouverneurs dans les 26 provinces de la RD Congo a été reportée au 10 avril prochain. L'annonce a été faite ce vendredi par la CENI. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, avait sollicité un report dédié de ce scrutin après l'élection des sénateurs vendredi dernier, entachée par des accusations de corruption. Le nouveau président congolais avait aussi demandé un report de la prise de fonction des sénateurs élus, accusés d'avoir acheté les voix de leurs grands électeurs, les députés provinciaux dans les 26 provinces. Le président de la République a aussi demandé au parquet de mener des enquêtes pour débusquer les élus trempés dans la corruption, les sénateurs et députés provinciaux, les corrupteurs et les corrompus. Dans les attendus de sa décision, la CENI ne mentionne pas la réunion interinstitutionnelle à l'issue de laquelle le président Tshisekedi avait fait ses annonces par la voix d'un ministre lundi. Elle mentionne juste la nécessité de réaménager le calendrier de l'élection des gouverneurs après consultation de toutes les parties prenantes. Les nouveaux gouverneurs seront investis entre le 26 avril et le 2 mai, après proclamation des résultats le 11 avril et le traitement des contentieux. Le candidat de l'opposition, Félix Tshisekedi, a été proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre dernier, mais son prédécesseur, Joseph Kabila, conserve une large majorité à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les assemblées provinciales. Les proches de Kabila devraient donc emporter la majorité des 26 sièges de gouverneurs. Liés par un accord politique avec Kabila, Tshisekedi n'a toujours pas nommé de Premier ministre. Selon la presse congolaise, son prédécesseur lui aurait cependant transmis un nom. Au Togo, la 11e université notariale s'est tenue à Lomé. Plusieurs communications relatives au nouveau code foncier adopté dans ce pays depuis le mois de juin 2018 ont été animées. 3 thèmes ont été abordés au cours de ces assises. Maître Kadjaka Abouyima Molgam, notaire et l'un des organisateurs de cette 11e université des notaires, disais-je, nous donne plus de précisions. Cette 11e université s'inscrit dans le cadre habituel de renforcement des capacités des notaires et surtout, elle a été justifiée par la nécessité de s'enrichir et de s'approprier les nouvelles lois adoptées par le Togo, notamment la matière foncière qui est tout à fait nouvelle. Le code a été adopté le 14 juin 2018. Vous convenez avec moi que les lois sont faites pour être appliquées et qu'elles doivent être maîtrisées. Et en ce sens, nous avons besoin de nous approprier cet outil qui nous confère tous les droits en matière foncière, la sécurité y afférente. Et donc, nous avons donc besoin de nous en approprier pour la sécurité foncière au Togo. Pendant ces 3 jours, nous avons parlé de 3 thèmes
d'actualité en ce moment, et notamment le premier concernait le rôle du notaire auprès des collectivités locales, un second qui a porté sur la dématérialisation des actions et en droit au WADA, et le troisième qui a porté sur le rôle du notaire, le rôle et la responsabilité du notaire dans le nouveau code foncier. Voilà, ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon dimanche à toutes et à tous.